L'expression « un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité » est gravée à jamais dans les annales. Neil Armstrong fut sans conteste le plus grand symbole du triomphe spatial américain, devenu célèbre pour avoir été le premier homme à marcher sur la Lune et avoir laissé un message mystérieux au monde. Le célèbre podcasteur Joe Rogan semble avoir fait des découvertes. Qu'a découvert Joe Rogan à propos du voyage sur la Lune? Que sait-il? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'interprétation de Joe Rogan du message laissé par Neil Armstrong avant sa mort, le premier homme à marcher sur la Lune. Neil Armstrong n'a plus besoin d'être présenté. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier homme à marcher sur la Lune. Né le 5 août 1930, à moins de 60 mètres de l'atelier des frères Wright, il était fils de Viola Louise et de Stephen Koenig Armstrong. Ses ancêtres étaient allemands, anglais, écossais, irlandais et écossais. Il avait une sœur cadette, June, et un frère cadet. Son père était auditeur pour le gouvernement de l'Ohio, et la famille déménageait fréquemment, vivant dans 16 villes en seulement 14 ans. Né pour voler, sa passion pour l'aviation grandit à cette époque, dès l'âge de 2 ans, lorsque son père l'emmène aux courses aériennes de Cleveland. À 5 ou 6 ans, il effectue son premier vol à Warren, dans l'Ohio, où lui et son père font un tour à bord d'un Ford Trimotor, aussi connu sous le nom de Tin Goose. À 16 ans, il obtient son brevet de pilote avant même d'avoir son permis de conduire. L'université Purdue, où il étudia le génie aéronautique. Grâce à cette bourse, la marine le forma au pilotage de chasse en Floride. Ses études universitaires furent interrompues par la guerre de Corée, où il effectua 78 missions de combat. Son avion, le F-9 Panther, fut l'un des premiers chasseurs à réaction à décoller d'un porte-avions. Après ses études, Armstrong travailla pour le Comité consultatif national pour l'aéronautique, qui deviendra plus tard la National Aeronautics and Space Administration, NASA. En 1958, ce simple garçon originaire de l'Ohio s'était fait un nom comme l'un des pilotes d'essai les plus audacieux et les plus talentueux du centre de recherche en vol de la NASA, aujourd'hui rebaptisé en son honneur. À la base aérienne Edwards, en Californie, durant ses 7 années comme pilote d'essai, il pilota 200 appareils différents qui repoussèrent les limites de vitesse et d'altitude, dont le légendaire X-15 au-dessus du désert californien. Il atteignit des vitesses supérieures à 6400 km/h et emmena le X-15 au nez pointu jusqu'aux confins de l'espace. La maîtrise d'Armstrong comme pilote d'essai contribua au succès des premiers astronautes du projet Mercury de la NASA. Et il allait bientôt devenir l'un d'eux. En 1962, il fut sélectionné pour le programme de formation des astronautes de la NASA à Houston. Mais c'est à ce moment-là que sa femme, Janet, perdit leur deuxième enfant, une fille de 2 ans prénommée Karen, des suites d'une tumeur cérébrale inopérable. Pour ne pas être rongé par le chagrin, Armstrong se consacra à la préparation du projet Gemini, la prochaine étape de la NASA vers l'exploration lunaire. En 1966, il est choisi comme pilote de commandement pour la mission Gemini. 8. Première tentative des astronautes de la NASA pour relier 2 engins spatiaux en orbite. Une manœuvre difficile et dangereuse appelée rendez-vous et amarrage. Armstrong et son copilote David Scott réussirent à s'amarrer à un véhicule cible sans pilote, mais peu après, leur vaisseau se mit à tourner de manière incontrôlable en raison d'un dysfonctionnement des propulseurs. Il parvint à stabiliser Gemini. 8 grâce au système de contrôle de rentrée, mais ils durent interrompre la mission et effectuer un atterrissage d'urgence dans l'océan Pacifique. Ce fut un choc, mais le calme et la vivacité d'esprit d'Armstrong les sauvèrent. Sa mission suivante et ultime fut celle qui allait l'immortaliser à jamais. Il fut choisi comme commandant d'Apollo 11, la première mission habitée à atterrir sur la Lune. Comment l'homme est-il arrivé sur la Lune? Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de votre voyage vers la Lune? Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer et qu'est-ce qui s'est mal passé? Découvrons-le. Le vol vers la Lune. Le 20 novembre 1967, la formation initiale de l'équipage de réserve d'Apollo 9 a été officiellement annoncée, composée du commandant Neil Armstrong, du pilote du module de commande, CMP, Jim Lovell, et du pilote du module lunaire, LMP, Buzz Aldrin. Lovell et Aldrin avaient précédemment volé ensemble au sein de l'équipage de Gemini 12. En raison de retard dans la conception et la fabrication du module lunaire, Apollo 8 et Apollo 9 ont échangé leurs équipages principal et de réserve, l'équipage d'Armstrong devenant le remplaçant d'Apollo 8. Selon le calendrier normal de rotation des équipages, Armstrong devait commander Apollo 11. Entre-temps, un changement est survenu. Michael Collins, le médecin-chef de l'équipage d'Apollo 8, a commencé à souffrir de problèmes aux jambes.
Les médecins ont diagnostiqué une excroissance osseuse entre la 5e et la 6e vertèbre, nécessitant une intervention chirurgicale. Lovell a pris sa place au sein de l'équipage d'Apollo 8 et, une fois rétabli, Collins a rejoint l'équipage d'Armstrong en tant que médecin-chef. Entre-temps, Fred Haise a rejoint l'équipage comme médecin-chef de réserve et Aldrin comme médecin-chef de réserve pour Apollo 8. Apollo 11 fut la deuxième mission américaine dont tous les membres d'équipage avaient une expérience préalable de vol spatial, la première étant Apollo 10. La suivante fut STS-26 en 1988. Dick Slayton proposa à Armstrong de remplacer Aldrin par Lovell, certains le considérant comme difficile à gérer. Armstrong n'avait aucun problème à travailler avec Aldrin, mais y réfléchit un jour avant de refuser. Il estimait que Lovell méritait de commander sa mission. L'équipage principal d'Apollo 11 manquait de la camaraderie étroite et dynamique d'Apollo 12. Au lieu de cela, ils forgèrent une relation de travail amicale. Armstrong, en particulier, était notoirement distant, mais Collins, qui se considérait comme un solitaire, avoua avoir rejeté les tentatives d'Aldrin de forger une relation plus personnelle. Aldrin et Collins décrivirent l'équipage comme des étrangers amicaux, mais Armstrong désapprouva cette affirmation et déclara que tous les équipages dont il avait fait partie avaient très bien travaillé ensemble. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturn V décollait de Floride, sous les yeux de millions de téléspectateurs. 4 jours plus tard, Armstrong et Aldrin se séparaient du module de commande, montaient dans le module lunaire Eagle et entamaient les derniers préparatifs pour la descente lunaire. À 17h44, Eagle se séparait de Columbia. Collins, seul à bord de Columbia, inspectait Eagle, tandis qu'il pirouettait devant lui pour s'assurer que le vaisseau spatial était intact et que le train d'atterrissage était correctement déployé. Armstrong s'exclama qu'Eagle avait des ailes. Au début de la descente, Armstrong et Aldrin remarquèrent qu'ils franchissaient des points de repère à la surface environ 2 à 3 secondes plus tôt et signalèrent qu'ils étaient complètement ouverts. Ils atterriraient à des kilomètres à l'ouest de leur point de destination. Eagle voyageait trop vite. Le problème pourrait être dû à un phénomène appelé mascon, de fortes concentrations de masse dans une ou plusieurs régions de la croûte lunaire contenant une anomalie gravitationnelle, susceptible de modifier la trajectoire de Eagle. Le directeur de vol, Gene Kranz, a émis l'hypothèse que cela aurait pu être causé par une pression d'air excessive dans le tunnel d'amarrage ou par la manœuvre de pirouette de Eagle. 5 minutes après le début de la descente, à 1800 mètres au-dessus de la surface de la Lune, l'ordinateur de guidage du module lunaire, LGC, a distrait l'équipage avec la première de plusieurs alarmes de programme inattendues, 201 et 1202. Au centre de contrôle de mission, l'ingénieur informatique Jack Garman a déclaré à l'officier de guidage Steve Bales qu'il était possible de poursuivre la descente en toute sécurité, ce qui a été relayé à l'équipage. Les alarmes du programme ont indiqué une surcharge exécutive, ce qui signifie que l'ordinateur de guidage n'a pas pu terminer toutes ses tâches en temps réel et a dû en reporter certaines. Margaret Hamilton, directrice de la programmation informatique des vols Apollo au laboratoire Charles Stark Draper, du MIT, se souvint plus tard que lorsqu'Armstrong regarda à nouveau dehors, il vit que la cible d'atterrissage de l'ordinateur était une zone jonchée de rochers au nord-est d'un cratère de 90 mètres de diamètre, plus tard nommé cratère ouest. Il prit alors le contrôle semi-automatique. Armstrong envisagea d'atterrir avant la zone jonchée de rochers afin de pouvoir collecter des échantillons géologiques. Mais il n'y parvint pas car sa vitesse horizontale était trop élevée. Pendant la descente, Aldrin communiqua des données de navigation à Armstrong, qui pilotait le Eagle. Maintenant à 33 mètres au-dessus de la surface, Armstrong réalisa que ses réserves de propulseurs diminuaient et était déterminé à atterrir au premier endroit possible. Armstrong trouva une zone dégagée et dirigea le vaisseau spatial vers elle. En approchant, à 76 mètres de la surface, il découvrit que son nouveau site d'atterrissage était un cratère. Il sortit du cratère et trouva une autre zone plane. Ils étaient maintenant à 30 mètres de la surface, avec seulement 90 secondes de carburant restant. La poussière lunaire soulevée par le moteur du module lunaire commença à gêner sa capacité à déterminer le mouvement du vaisseau. Plusieurs gros rochers se détachèrent du nuage de poussière, et Armstrong se concentra sur eux pendant sa descente pour déterminer la vitesse du vaisseau. Une lumière informa Aldrin qu'au moins une des sondes de 170 cm situées au pied de l'Eagle avait touché la surface quelques instants avant l'atterrissage, et il la baptisa « lumière de contact ». Armstrong était censé couper le moteur immédiatement, car les ingénieurs soupçonnaient que la pression causée par les gaz d'échappement se reflétant sur la surface lunaire pourrait provoquer son explosion. Mais il oublia. 3 secondes plus tard,
Eagle atterrissait et Armstrong coupa le moteur. Apollo 11 utilisait la télévision à balayage lent, incompatible avec la télévision par satellite. Les images étaient ensuite affichées sur un écran spécial, filmé par une caméra de télévision conventionnelle, générant ainsi une diffusion d'une émission, ce qui réduisait considérablement la qualité de l'image. Le signal était reçu à Goldstone, aux États-Unis, mais avec une meilleure fidélité par la station de suivi Honeysuckle Creek, près de Canberra, en Australie. Quelques minutes plus tard, le signal a été transféré au radiotélescope de Parkes, plus sensible, également en Australie. Malgré quelques difficultés techniques et météorologiques, des images en noir et blanc de la première marche lunaire ont été reçues et transmises à au moins 600 millions de personnes sur Terre. Des copies de cette vidéo au format de diffusion ont été sauvegardées et sont largement disponibles, mais les enregistrements de la source originale de la transmission à balayage lent de la surface lunaire ont probablement été détruits lors de la réutilisation systématique des bandes magnétiques par la NASA. Un retour chaleureux et accueillant. Lors de son atterrissage en mer, Columbia a atterri à l'envers, mais a été redressé en une dizaine de minutes grâce à des bouées activées par les astronautes. Un plongeur d'un hélicoptère de la marine en vol stationnaire au-dessus du module a fixé une ancre flottante pour l'empêcher de se déplacer. D'autres plongeurs ont attaché des colliers de flottaison pour le stabiliser et ont positionné des embarcations pour le sauvetage des astronautes. Le 13 août, les 3 astronautes ont défilé en leur honneur, couverts de confettis, à New York et à Chicago, devant environ 6 millions de personnes. Le même soir, à Los Angeles, un dîner officiel a été organisé à l'hôtel Century Plaza pour célébrer le vol, en présence de membres du Congrès, de 44 gouverneurs, du juge en chef Warren Earl Burger et de son prédécesseur, Earl Warren, ainsi que des ambassadeurs de 83 pays. Richard Nixon et Spiro Agnew a honoré chaque astronaute en lui remettant la médaille présidentielle de la liberté. Les 3 astronautes ont pris la parole devant le Congrès réuni en session conjointe le 16 septembre 1969 et ont déployé 2 drapeaux américains qu'ils avaient emportés sur la Lune. L'un à la Chambre des représentants et l'autre au Sénat. Le drapeau des Samoa américaines transporté à bord d'Apollo 11 est exposé au musée Jean P. Hayden de Pago Pago, la capitale des Samoa américaines. Cette célébration a marqué le début d'un tour du monde de 38 jours qui a conduit les astronautes dans 22 pays et a notamment permis de rencontrer de nombreux dirigeants mondiaux. Ce voyage s'est déroulé du 29 septembre au 5 novembre, commençant à Mexico et se terminant à Tokyo. Les étapes de la tournée étaient, dans l'ordre, Mexico, Bogota, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Las Palmas aux îles Canaries, Madrid, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Cologne, Berlin, Londres, Rome, Belgrade, Ankara, Kinshasa, Téhéran, Mumbai, Dhaka, Bangkok, Darwin, Sydney, Guam, Séoul, Tokyo et Honolulu. La théorie du voyage sur la Lune de Joe Rogan. De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse que l'alunissage était un canular, notamment le célèbre podcasteur Joe Rogan. Selon lui, lorsque le drapeau américain a été planté sur la Lune, il s'est mis à flotter. Il n'y a pas de vent dans l'espace, alors pourquoi le drapeau flotterait-il ? Une théorie avance que le drapeau était attaché à un fil et à un ventilateur, et que tout a été filmé sur Terre. Le drapeau prouve que l'alunissage était un canular conçu par la NASA pour tromper le public et, apparemment, pour remporter la course à l'espace contre l'Union soviétique. Une course à l'espace était alors en cours entre les États-Unis et l'Union soviétique, et pour asseoir leur suprématie, les États-Unis ont créé ce canular. C'est peut-être la raison pour laquelle Neil Armstrong a démissionné de la NASA par la suite. Par un étrange retournement de situation, un ancien employé de Rocketdyne, l'entreprise qui a construit les moteurs de la fusée Saturn V, a affirmé détenir des informations privilégiées selon lesquelles l'alunissage était un faux et que le drapeau était l'un des nombreux indices révélant la fraude. Joe Rogan n'est pas le seul théoricien du complot à croire que l'alunissage était un canular monté par les États-Unis pour remporter la conquête spatiale. Des questions ont été soulevées au sujet des images diffusées après l'alunissage. Pourquoi n'y avait-il pas d'étoiles dans le ciel? La Lune étant située haut dans l'espace, pourquoi n'y avait-il pas d'étoiles sur les images générées par la NASA? Sur l'une des photos de l'alunissage, on peut clairement voir Armstrong se refléter dans la visière d'Aldrin. Certains sceptiques ont souligné qu'Armstrong ne semble pas tenir d'appareil photo, ce qui signifie que quelqu'un d'autre a dû prendre la photo. Qui d'autre les accompagnait lors de ce voyage? Selon la NASA, seuls Neil Armstrong et Aldrin étaient du voyage, mais cela suscite des soupçons et des questions quant à la crédibilité de la NASA et du gouvernement américain.
Sur les images de l'alunissage, il est possible d'observer certains objets même dans l'ombre. Les sceptiques affirment que si le Soleil était la seule source de lumière, cela ne serait pas possible. La possibilité d'observer certains objets dans l'ombre doit donc être le résultat d'un éclairage hollywoodien spécial. L'une des photos les plus célèbres montre une roche lunaire détachée sur laquelle semble être gravée la lettre C. Cela donne l'impression que la plupart des roches lunaires de grande taille visibles sur les photos de l'alunissage ne sont que des accessoires. Un décorateur aurait pu étiqueter cette roche lunaire détachée d'une lettre et la laisser accidentellement à l'envers pour qu'elle soit immortalisée. Les scientifiques et les représentants de la NASA affirment qu'il s'agit simplement d'un défaut photographique, un fil mal branché qui aurait gêné le développement, voire un bug. Il est également possible que quelqu'un ait pris la photo originale, non retouchée, et ajouté le C ultérieurement. Mais tout cela ne fait qu'ajouter aux doutes déjà soulevés quant à la crédibilité de la NASA. Certains sceptiques remettent également en question la longueur des ombres sur les photos. Certains soulignent que certaines ombres projetées par les astronautes sont de longueurs différentes, bien qu'elles soient proches les unes des autres. Cela pourrait suggérer qu'un système d'éclairage défectueux a été installé quelque part, et que la NASA a ignoré les inconnus. Certains sceptiques ont également évoqué la possibilité que, pour créer l'effet de faible gravité sur la Lune, les astronautes aient été maintenus en l'air par de fins fils et filmés en train de sauter. Selon les théoriciens du complot, la NASA a ensuite ralenti la vidéo pour donner l'impression qu'ils flottèrent dans les airs. Les sceptiques sont allés jusqu'à construire leur propre système de câblage, se filmer et ralentir la vidéo pour la comparer à la vidéo de la NASA. Joe Rogan n'est pas le premier à douter du canular de l'alunissage. Et ce sont peut-être les nombreux sceptiques qui l'ont précédé qui ont donné mauvaise conscience à Neil Armstrong. Peut-être ne pouvait-il pas continuer à mentir, d'où sa décision de quitter la NASA après Apollo. La vie après Apollo. Quelle est la prochaine étape pour Neil Armstrong? Certains anciens astronautes, dont John Glenn et Harrison Schmitt d'Apollo 17, ont poursuivi une carrière politique après avoir quitté la NASA. Armstrong a été approché par des groupes des partis démocrates et républicains, mais il a décliné leurs offres. Il soutenait les droits des États et s'opposait à ce que les États-Unis agissent comme gendarmes du monde. Lorsqu'Armstrong a postulé auprès d'une église méthodiste locale pour diriger une troupe de scouts à la fin des années 1950, il a déclaré être déiste. Sa mère a déclaré plus tard que ses opinions religieuses lui causaient tristesse et angoisse, car elle était très croyante. Après son retour de la Lune, Armstrong a prononcé un discours devant le Congrès américain, le remerciant de lui avoir permis de voir certaines des visions les plus magnifiques du Créateur. Au début des années 1980, une rumeur circulait selon laquelle il se serait converti à l'islam, après avoir entendu l'appel à la prière, alors qu'il marchait sur la Lune. Le chanteur indonésien Suemi a écrit une chanson intitulée « Jema Suara Adzan » de Bulan, qui signifie « le son résonnant de l'appel à la prière sur la Lune », décrivait la prétendue conversion d'Armstrong. La chanson fut largement relayée par les médias de Jakarta en 1983. Des histoires similaires furent entendues en Égypte et en Malaisie. En mars 1983, le département d'État américain réagit en publiant un message aux ambassades et consulats des pays musulmans, affirmant qu'Armstrong ne s'était pas converti à l'islam. La rumeur refit surface de temps à autre au cours des 3 décennies suivantes. La confusion provenait en partie de la similitude entre le nom du Liban, pays à majorité musulmane, et la résidence de longue date d'Armstrong à Lebanon, dans l'Ohio. Armstrong pilotait des avions légers pour le plaisir. Il aimait les planeurs et, avant son vol lunaire, avait obtenu un insigne d'or orné de 2 diamants de la Commission internationale de vol à voile. Il continua à piloter des avions non motorisés jusqu'à l'âge de 70 ans. Alors qu'il travaillait à la ferme en novembre 1978, Armstrong sauta de l'arrière de son camion à céréales et se coinça son alliance dans la roue, sectionnant le bout de son annulaire gauche. Il récupéra le bout sectionné, le plaça sur de la glace et des chirurgiens le rattachèrent dans un hôpital voisin de Louisville, dans le Kentucky. En février 1991, il fut victime d'une légère crise cardiaque alors qu'il skiait avec des amis à Aspen, dans le Colorado. Maladie et mort. Armstrong a subi un pontage coronarien à l'hôpital Mercy Faith Fairfield de Cincinnati le 7 août 2012 pour traiter une maladie coronarienne. Bien qu'il se rétablisse bien, il a développé des complications et est décédé le 25 août à l'âge de 82 ans. Le président Barack Obama a publié une déclaration classant Armstrong comme l'un des plus grands héros américains, non seulement de son époque, mais de tous les temps, ajoutant qu'Armstrong incarnait les aspirations des citoyens des États-Unis et a marqué un moment d'accomplissement humain inoubliable.
La famille d'Armstrong a publié une déclaration le décrivant comme un héros américain malgré lui, qui a fièrement servi sa nation en tant que pilote de chasse, pilote d'essai et astronaute de la Navy. Si nous pleurons la perte d'un homme d'une grande valeur, nous célébrons également sa vie remarquable et espérons qu'elle servira d'exemple aux jeunes du monde entier, les incitant à travailler dur pour réaliser leurs rêves, à explorer et à repousser leurs limites, et à servir une cause qui les dépasse. À ceux qui se demandent comment honorer Neil, nous avons une requête simple: honorer son exemple de dévouement, de réussite et de modestie. Et la prochaine fois que vous sortirez par une nuit claire et que vous verrez la lune vous sourire, pensez à Neil Armstrong et faites-lui un clin d'œil. Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions, dont le hashtag Twitter Blink for the Moon. Buzz Aldrin a qualifié Armstrong de véritable héros américain et du meilleur pilote qu'il ait jamais connu, et a déclaré qu'il était déçu qu'ils ne puissent pas célébrer ensemble le 50e anniversaire de l'alunissage en 2019. Michael Collins a déclaré qu'il était le meilleur et qu'il nous manquerait beaucoup. L'administrateur de la NASA, Charles Bolden, a déclaré « Tant qu'il y aura des livres d'histoire, Neil Armstrong y figurera et on se souviendra de lui pour avoir fait le premier pas de l'humanité vers un monde au-delà du nôtre. » En juillet 2019, après les célébrations du 50e anniversaire de l'alunissage, le New York Times a rapporté les détails d'une plainte pour faute médicale déposée par la famille d'Armstrong contre l'hôpital Mercy Health Fairfield, où il est décédé. L'épouse d'Armstrong, Carol, n'était pas partie à la plainte. Elle aurait estimé que son mari s'opposerait à toute action en justice. L'héritage de Neil Armstrong. Armstrong a marqué l'histoire et son héritage est gravé dans les annales. Armstrong a été élu membre de l'Académie nationale d'ingénierie en 1978 pour ses contributions à l'ingénierie aérospatiale, aux connaissances scientifiques et à l'exploration de l'univers en tant que pilote d'essai et astronaute. Il a été élu à l'American Philosophical Society en 2001. Armstrong et ses coéquipiers d'Apollo 11 ont reçu la médaille d'or Langley de la Smithsonian Institution en 1999. Le 18 avril 2006, il a reçu le prix d'ambassadeur de l'exploration de la NASA. La Space Foundation lui a décerné le prix général James E. Hill pour l'ensemble de sa carrière dans l'espace en 2013. Armstrong a également été intronisé à l'Aerospace Walk of Honor, au Temple de la renommée de l'espace international, au Temple de la renommée de l'aviation nationale et au Temple de la renommée des astronautes des États-Unis. Il a reçu son insigne d'astronaute naval lors d'une cérémonie à bord du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower le 10 mars 2010, en présence de Jim Lovell et de Gene Cernan. Le cratère lunaire Armstrong, à 50 km du site d'atterrissage d'Apollo 11, et l'astéroïde Armstrong 6369 portent son nom. Plus d'une douzaine d'écoles primaires, collèges et lycées portent le nom d'Armstrong aux États-Unis, et de nombreux endroits dans le monde ont des rues, des bâtiments, des écoles et d'autres lieux portant son nom et celui d'Apollo. Le musée de l'air et de l'espace Armstrong, situé à Wapakoneta, la ville natale d'Armstrong, et l'aéroport Neil Armstrong de New Knoxville, dans l'Ohio, portent son nom. L'Armstrongite, un minéral, et l'arme alcoolite portent également son nom en partie. L'université Purdue a baptisé son nouveau bâtiment d'ingénierie Neil Armstrong Engineering Hall. Le bâtiment a été inauguré le 27 octobre 2007, lors d'une cérémonie en présence d'Armstrong et de 14 autres astronautes diplômés de Purdue. Le centre de recherche en vol de Dryden de la NASA a été rebaptisé Neil A. Armstrong Flight Research Center en 2014. En septembre 2012, la marine américaine a baptisé le premier navire de classe Armstrong, le RV Neil Armstrong. En juillet 2018, les enfants d'Armstrong ont mis en vente sa collection de souvenirs, dont sa casquette de scout et plusieurs drapeaux et médailles utilisés lors de ses missions spatiales. Une série de ventes aux enchères organisée du 1er au 3 novembre 2018 a permis de récolter 5,2 millions de dollars. Jusqu'en juillet 2019, les ventes ont totalisé 16,7 millions de dollars. 2 fragments d'hélice en bois et 4 morceaux de tissu d'aile du Wright Flyer de 1903, qu'Armstrong a emmené sur la Lune, ont été vendus entre 112 500 et 271 000 dollars chacun. Carol, l'épouse d'Armstrong, n'a proposé aucun de ses souvenirs à la vente. Armstrong a fait don de ses souvenirs à Purdue, ainsi que de dons posthumes de sa veuve, Carol. La collection comprend plus de 450 boîtes de tissus. En mai 2019, elle a fait don de morceaux de tissu du Flyer de 1903, mesurant 64-75 cm. Intéressant, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.
N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, on adorerait le lire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.